Ces structures sont énormes, anciennes et splendides. Elles ont inspiré l'humanité pendant des siècles. Certaines ont été qualifiées de merveilles du monde. Mais leurs origines restent mystérieuses et controversées. Partout dans le monde, de Göbekli Tepe dans le sud-est de la Turquie, à la Porte du Soleil dans les Hautes-Andes en Bolivie, en passant par les pyramides d'Égypte, nous trouvons ces constructions mégalithiques dont la construction reste un mystère pour tous. S'il y avait un seul exemple, ou même trois, ce serait une chose. Mais il y en a des milliers dans le monde entier. Nous pouvons voir des pyramides en Égypte, au Guatemala ou au Mexique, et certaines remontent à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Par exemple, en Turquie, nous avons découvert des temples construits avec des roches mégalithiques, vieux de 12 000 à 13 000 ans. Comment est-il possible que des peuples soi-disant primitifs, des chasseurs-cueilleurs, qui n'avaient pas de roues, qui n'avaient pas de culture organisée, et d'une manière ou d'une autre étaient capables de construire ces édifices à partir de blocs de pierre de 5, 10, 20 000 tonnes qu'ils ont parfois transportés sur des kilomètres avant de les placer à leur emplacement définitif. Les blocs qu'ils ont utilisés pour construire ces temples étaient si énormes qu'ils n'auraient pas pu être traînés manuellement par des humains, puis placés dans une position exacte et parfaite. L'agencement de ces blocs est tellement ordonné et tellement parfait. Nous savons que dans les temps anciens, de nombreuses personnes ont construit de beaux bâtiments, de belles cathédrales, sans connaître les mathématiques ni les principes modernes. Certains de ces monuments remarquables ne pourraient pas être reproduits aujourd'hui avec toute notre technologie actuelle. Comment ces structures géantes en pierre ont-elles été érigées? Et par qui? Ces êtres avaient atteint des états de conscience supérieurs. Et dans ces états supérieurs, ils ont compris ce qui devait être fait et comment ils pouvaient le faire. Ou bien ils ont utilisé la technologie du son pour créer un champ antigravité ou une sorte de résonance magnétique. Ils disposaient d'une technologie avancée pour construire ces temples et ces mégalithes. Il se peut qu'ils aient combiné des technologies avec l'utilisation du son ou des fréquences, et pour produire des effets gravitationnels. Il n'y a pas d'autre explication vraiment scientifique pour expliquer comment ils ont accompli ce qu'ils ont accompli. La réponse doit impliquer le son. Ils ont dû être capables d'une manière ou d'une autre d'atteindre une sorte de résonance sympathique avec ces matériaux. Personnellement, je pense qu'il est logique qu'il y a plusieurs milliers d'années, la Terre ait été dans un état vibratoire différent de celui d'aujourd'hui. Les possibilités sont aussi intrigantes que les bâtiments eux-mêmes. Mais ce n'est peut-être pas à travers eux que nous devrions essayer de percer le mystère. Nous avons aujourd'hui tendance à plutôt étudier les constructions en elles-mêmes plutôt que de commencer par étudier le site lui-même. Pour tous ces cas, dans le monde antique, et cela est de nouveau le cas depuis peu, il était entendu qu'il fallait toujours chercher les endroits sacrés en premier. De nombreux sites mégalithiques, y compris des pyramides, des cercles de pierre et des sites sacrés dans le monde entier, sont délibérément situés sur des lignes d'énergie terrestre ou à des points nodaux de ce réseau de fréquences terrestres. Ce sont des points de la Terre qui ont un pouvoir particulier, qui ont une qualité vibratoire particulière. Cette qualité vibratoire est en fait la qualité énergétique du champ unifié originel, l'état de singularité, l'état de celui d'où tout est sorti.
Ils semblent être destinés à transmuter ou à transmettre cette énergie à des fins de guérison ou pour des cérémonies. Ces points de pouvoir sacrés sur la Terre fonctionnent de manière similaire aux chakras ou aux points d'acupuncture dans le corps humain. Ils ont la capacité d'aider à harmoniser les champs énergétiques et la conscience grâce à l'énergie de ce site. Ces points d'énergie suivent des alignements uniques à travers le monde. Partout où vous regardez sur la planète, vous trouvez ces nœuds magnétiques qui sont des points d'énergie qui sortent de la Terre et parcourent la planète. C'est à ces endroits que sont construits la plupart des anciens temples et structures. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas été placés au hasard tout autour du monde. Mais ils semblent être placés de manière très spécifique les uns par rapport aux autres et à des angles très spécifiques les uns par rapport aux autres. Teotihuacan en est un bon exemple, avec la pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil et ce qu'on appelle la chaussée des morts, que je considère comme un chemin d'initiation. Le plus grand point de pouvoir était l'endroit où le palais du souverain a été érigé. Les autres points de pouvoir étaient les temples et les endroits où l'on pouvait se connecter directement aux esprits. Ils utilisaient également les points de pouvoir et ont créé un chemin à partir de ceci, sachant que le chemin, devenu plus tard un système de route, était une sorte de canal. Ils utilisaient l'énergie des points de pouvoir et l'ont fait s'étendre le long du chemin comme s'il s'agissait d'eau se déversant le long d'un canal. Sous la pyramide du Soleil, mais aussi sous la pyramide de Khéops, nous avons la capacité d'absorber ce que l'on appelle de l'électricité physiostatique à partir de l'eau courante. Lorsque l'eau se déplace sous le granit magnétisé à la base de la pyramide, elle crée de l'électricité physiostatique. Ces ions se précipitent dans la pyramide et se propagent dans des chambres spécifiques. Une fois qu'ils atteignent ces différentes chambres, l'hypothèse est que d'une certaine manière, ils génèrent de l'énergie électrique et il semblerait que celle-ci ressorte par l'apex de ces pyramides. Une autre façon de considérer ce courant énergétique est d'un point de vue sonore ou musical. Par exemple, à Teotihuacan, cette chaussée des morts comportait des cours d'eau qui coulaient d'un niveau à l'autre, indiquant des relations très spécifiques entre chacune de ces cascades d'eau pour produire des harmoniques musicales particulières à travers tout le complexe. À Chichén Itzá, nous pouvons voir quelque chose de vraiment étonnant. Il y a la pyramide de Kukulkan, qui est un grand temple, mais aussi le temple des guerriers, ainsi que l'observatoire. Ces structures ont été construites bien avant l'arrivée des Mayas. Les Mayas ont appris certains des secrets des sons et des fréquences qui émanent de cet endroit. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez entendre des sons différents. Si vous tapez des mains ou faites un certain bruit, vous pouvez obtenir différents échos en retour. Tous ces éléments sont des points nodaux d'un réseau ou d'une matrice énergétique à la surface de la Terre qui, dans les anciennes traditions de l'Occident, était appelé le réseau ou la toile. Et les anciens Égyptiens qui savaient comment travailler avec cette matrice vibratoire étaient littéralement appelés les maîtres du réseau, d'après les archives de l'Égypte ancienne. Se pourrait-il que les maîtres du réseau nous aient laissé un plan spirituel et technologique vieux de plusieurs millénaires? Si vous observez le complexe de pyramides de Teotihuacan au Mexique, non loin de Mexico, vous découvrirez quelque chose d'étonnant. Tout d'abord, elles sont alignées exactement de la même manière que les 3 pyramides de Gizeh partant de la pyramide de Khéops. La deuxième chose est que le périmètre de la pyramide du Soleil à Teotihuacan correspond exactement à 50% de la hauteur de la pyramide de Khéops, située à Gizeh en Égypte. Ce qui est également étonnant, c'est que la base de la pyramide du Soleil a exactement la même taille que la base de la pyramide de Khéops. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela indique que l'architecte était le même. L'architecte qui a fait construire le complexe des pyramides de Gizeh est exactement le même qui a conçu le complexe des pyramides de Teotihuacan. Qui étaient les maîtres du réseau?
Et où les trouve-t-on dans les textes anciens? Bibliquement, nous connaissons l'histoire de Josué et des murs de Jéricho. Josué, qui est le successeur de Moïse et qui a été formé par toute la sagesse des Égyptiens, a fait tomber ces murs de façon extraordinaire. Le Seigneur lui a suggéré de faire marcher ses guerriers autour des murs de Jéricho une fois par jour, pendant 6 jours. Ils ont suivi 7 prêtres qui avaient des cornes de bélier dans les mains et qui portaient l'arche d'alliance. Il leur a également dit que le 7e jour, ils devaient tous faire 7 fois le tour des murs de Jéricho, pendant que les prêtres soufflaient simultanément dans leurs cornes. Et puis, à un moment donné, ils ont poussé un grand cri. Et les murs sont tombés. Cela nous montre bien qu'en marchant à l'unisson, en criant à l'unisson, et grâce à une composante de conscience également avec ce son, ils ont été capables d'abattre les murs de Jéricho. Les anciens avaient probablement trouvé un moyen d'atteindre une résonance sympathique les uns avec les autres et avec le matériau donné tel que la pierre et sa densité particulière qui est également une fréquence. S'ils connaissaient la fréquence de résonance correcte de ce qui compose les murs, ils auraient pu conceptuellement utiliser le son de cette manière. La Bible dit clairement que ce n'est pas l'arche d'alliance qui a fait tomber ces murs. C'était le pouvoir du son grâce à la conscience unifiée des soldats et des prêtres. Le mot conspiration peut signifier un plan secret, souvent considéré comme quelque chose de négatif. Mais la décomposition réelle du mot conspirer en latin signifie respirer ensemble. Chaque fois que des gens se réunissent dans des groupes de chants, chantent des mantras ou prient ensemble, visualisent ensemble, dansent ensemble, c'est une sorte de conspiration. Tout ce qui est puissant peut être utilisé pour guérir ou pour nuire. Les maîtres du réseau resteront probablement un mystère pour longtemps encore. Mais il est peut-être possible de décoder les messages qu'ils ont laissés derrière eux. Y compris le principe de la résonance sympathique. La résonance est un principe très important qui a trait à la façon dont les choses s'auto-organisent en comportement collectif. Si suffisamment de personnes se réunissent et qu'elles sont capables d'utiliser leurs cordes vocales pour générer les mêmes fréquences, que ce soit par le home primordial, ou un autre type de fréquence, un chant ou un mantra, ces fréquences peuvent résonner ensemble d'une manière telle qu'elles peuvent finalement déplacer des objets solides. En fin de compte, la compréhension de ces principes de résonance et de résonance sympathique peut nous permettre de comprendre comment construire des instruments de technologie très avancés, comme des instruments de musique, résonnant dans une configuration appropriée afin de produire une fréquence de résonance sympathique avec le champ énergétique fondamental de l'espace-temps. Lorsque vous atteignez cela, c'est comme si vous vous connectiez à la structure de l'espace, à l'Internet universel. On pense que les cultures anciennes utilisaient plusieurs technologies basées sur la résonance. L'une d'elles étant le pilier Djed en Égypte, qui est une colonne avec 4 barres transversales. Les pyramides étaient des structures sonores et le but des pyramides était de vibrer à certaines fréquences, de baigner toute la civilisation égyptienne dans ces fréquences. Comment ces sons étaient-ils alors transmis? L'idée est que c'est à ça que servait le pilier Djed. C'était une sorte de transmetteur de la vibration provenant de la pyramide. Les Égyptiens avaient une perception très intéressante selon laquelle si vous voyiez une image d'un pilier Djed,
elle pouvait remplir la fonction du pilier Djed. Peut-être que l'image du pilier Djed remplissait aussi cette fonction. Ce Djed ressemble étrangement à une bobine Tesla. Si vous regardez les poteaux électriques de votre quartier, vous verrez des petits Djed attachés au boîtier principal qui est connecté de manière adjacente au téléphone et aux poteaux électriques. Ce qui est intéressant, c'est que Tesla a trouvé un moyen de l'utiliser dans l'une de ses expériences et il l'a transformé en oscillateur. Si vous regardez dans les textes anciens, vous pourrez lire que l'élite des dieux possédait ce que l'on appelle une croix Ankh-Djed. Le Djed était en fait incorporé dans l'Ankh lui-même, et l'oscillation correspondait à la fréquence exacte du propriétaire. Pourquoi était-ce important? Selon leur texte, il existait des portes des étoiles à cette époque. Ils disposaient de portes par lesquelles ils pouvaient passer d'une planète à l'autre. Ces portes étaient codées sur la fréquence spécifique des personnes élevées. Si vous n'aviez pas dans votre main l'Ankh-Djed résonnant à la fréquence programmée dans la porte, vous ne pouviez pas la franchir. En plus du Djed, ils avaient le UAS, qui est un bâton dont la base ressemble à un diapason. Je suis d'avis que si quelque chose ressemble à quelque chose, alors c'est ça. Il est donc tout à fait possible que les Égyptiens aient utilisé le pilier UAS comme un diapason pour les aider à résonner sur cette fréquence supérieure émanant de la pyramide. En Égypte également, nous retrouvons les origines d'un symbole appelé le caducée, qui est un bâton central avec des serpents entrelacés surmontés d'un cercle ou d'un anneau. L'idée était que cette tige était une baguette magique produisant un son ou une vibration. Dans l'exemple classique, nous pouvons voir le dieu égyptien Thoth tenant le caducée, alors qu'il tient également la clé de vie et ressuscite Séti d'entre les morts. Il semble donc que le caducée et la clé de vie fonctionnent ensemble. De même, dans la tradition grecque, Hermès portait le caducée et c'était l'outil ou l'instrument qu'il utilisait pour ouvrir des portails ou des passerelles entre les royaumes. L'un des exemples les plus célèbres de machines antiques est le temple funéraire de Séti à Abydos, où se trouve un temple appelé Osiraion, situé à 12 mètres sous le niveau du sol du temple de Séti. Il est composé de blocs de granit rouge cyclopéen, principalement composés de quartz, ce qui signifie qu'il renferme une certaine résonance ou une capacité vibratoire. Sur deux de ces énormes piliers est gravée une fleur de vie. Personne ne sait comment elle est arrivée là, ni quand. Mais c'est un autre indice qui montre que c'est le chemin que nous devons suivre pour comprendre comment l'Osiraion et les autres temples de ce type ont été construits. La forme des temples peut également jouer un rôle dans cette théorie de la résonance. Nous comprenons en biogéométrie que la forme pyramidale très connue, qui a été utilisée en Égypte sur les points de pouvoir sacrés, pour connecter les points de pouvoir dans les cieux avec les points de pouvoir sur la terre, est en résonance avec ce que nous appelons aujourd'hui en Occident le plan astral. En plaçant cette forme particulière à cet endroit sur la Terre, cela crée une connexion entre la Terre et le premier véritable plan d'expérience spirituelle. De sorte que les gens ont pu, grâce à cette forme pyramidale, faire l'expérience du plan astral et entamer un voyage astral. La construction renfermait une géométrie sacrée et des calculs sophistiqués. La chambre du roi dans la pyramide de Khéops était placée à un angle très spécifique, d'environ 6 degrés 15 minutes du centre. Ils connaissaient les pouvoirs que renfermaient tous ces angles dans la forme pyramidale. En 1859, John Taylor a été le premier à découvrir que la pyramide contenait le nombre pi. Il a découvert qu'en divisant le périmètre de la pyramide de Khéops par sa hauteur, on obtient 2 fois le nombre pi. C'était au moins 2000 ans avant que le nombre pi ne soit réellement découvert.
La pyramide de Khéops encode la vitesse de la lumière. Elle encode la circonférence de la Terre. Elle encode la distance entre la Terre et la Lune. Les archéologues découvrent aujourd'hui des preuves de l'existence de ces connaissances dans le monde entier. Aujourd'hui, nous disposons de la technologie LIDAR qui nous permet de voir sous les feuillages de la jungle dans le sud du Mexique, au Guatemala, etc. Et nous découvrons des milliers et des milliers de pyramides, certaines très grandes, que nous pensions être des montagnes. Nous constatons qu'il existe des relations intentionnelles très spécifiques entre les temples du monde entier. Les humains de l'époque de la construction des pyramides étaient-ils plus sophistiqués que les civilisations actuelles? Avaient-ils une aide extérieure ou d'autres dons que nous ignorons? La construction de ces temples mégalithiques renferme toujours une légende à propos du son comme méthode de lévitation ou à propos du pouvoir du son et de son impact sur le corps humain. Personnellement, je crois qu'il est logique qu'il y a plusieurs milliers d'années, la Terre ait été dans un état vibratoire différent de celui d'aujourd'hui. Par conséquent, les êtres humains avaient accès à des niveaux spirituels, à des méthodes de perception dont nous n'avons même pas conscience aujourd'hui. Les anciens Égyptiens avaient compris qu'ils pouvaient utiliser le son d'une manière beaucoup plus avancée que ce que nous connaissons aujourd'hui, pour pouvoir déplacer des objets ou réduire leur poids grâce à un effet gravitationnel, ce qui rendait ces types de constructions extraordinaires beaucoup plus faciles à réaliser. Même à l'époque moderne, certains groupes fermés, certains groupes familiaux ont préservé cette connaissance à propos de l'utilisation particulière du son pour faire léviter la pierre. Cela ne peut pas être fait par n'importe quelle personne dans la rue. Il faut avoir fait un travail pour modifier notre état de conscience, qui transforme ensuite notre corps énergétique, pour pouvoir fusionner avec ces vibrations et les diriger correctement. La grande question est de savoir d'où vient cette technologie. Lorsqu'on se trouve devant la pyramide de Khéops ou même à l'intérieur de celle-ci, on ressent un sentiment intérieur très fort ou une certitude que ce n'est pas quelque chose qui a été créé par l'humain. Je ne parle pas d'extraterrestres ou d'aliens ou de soucoupes volantes, car ils n'avaient pas besoin de soucoupes volantes pour se déplacer dans le cosmos. Ce qu'indiquent les textes sur les pyramides, c'est que les humains ordinaires ont la capacité de se métamorphoser en des êtres de lumière supérieure, puis d'être projetés à travers le portail de la pyramide vers d'autres régions de l'espace-temps. Et inversement, des êtres d'autres régions de l'espace-temps pourraient venir sur Terre à travers la pyramide. Existe-t-il des êtres humains capables d'une telle expertise à l'époque moderne? Étonnamment, des exemples existent. Une étonnante prouesse technologique des temps modernes se trouve ici même en Amérique. Il s'agit du château de Corail, situé à Coral Gables à Miami en Floride. Un homme du nom d'Edward Litzkalnin, qui ne devait pas mesurer plus d'1,50 m et peser plus de 47 kg, a réussi non seulement à regrouper d'énormes blocs de corail, mais aussi à les couper et à les hisser dans une certaine position, construisant ainsi le château de Corail. Il a déplacé plus de 1000 tonnes de corail lourd et il a moulé en différentes formes pour réaliser cette construction sans aucun outil. Il faisait cela la nuit, sans que les gens puissent le voir. Certains enfants regardaient par-dessus le portail pour voir ce qu'il faisait. Ils disaient qu'il était toujours en train de siffler. Il avait une machine sur un trépied avec une boîte magnétique en haut et une gigantesque manivelle magnétique en bas. Lorsqu'on lui a posé des questions, il a déclaré « J'ai découvert comment les pyramides et autres grandes structures ont été construites. Le plus probable, c'est qu'ils aient utilisé le son ou une autre forme d'énergie électromagnétique pour faire résonner la pierre, la soulever et la déplacer comme si elle était légère comme une plume. »
il est possible que d'autres exemples, comme le château de corail, soient révélés de notre vivant. Nous avons aujourd'hui l'opportunité, grâce à la recherche archéo-acoustique, d'être sur le point de pouvoir reproduire l'effet de ces temples mégalithiques. C'est extrêmement excitant. La science-fiction a toujours été en avance sur la science factuelle. L'exploration de la capacité à contrôler le champ gravitationnel pourrait en fait provenir de la compréhension de notre lointain passé. Le concept de retour vers le futur souligne le fait que la connaissance du passé peut nous conduire à un avenir extrêmement puissant, couronné de succès et durable. Il est certain que les technologies d'énergie libre sont encodées dans ces temples mégalithiques, ainsi que les moyens par lesquels nous pouvons vivre d'une manière plus harmonieuse avec la Terre et qui nous permettront de créer, en fin de compte, une civilisation durable. C'est notre quête et notre objectif. Dans le prochain épisode de Les sons de la création, nous voyagerons dans le temps pour découvrir les nombreuses façons mystiques où le son a contribué à l'évolution de l'humanité.